Bienvenue sur la voie stoïque, un espace dédié à la sagesse intemporelle et à la transformation personnelle. Il existe un secret que peu de gens comprennent vraiment. Ce n'est pas une formule magique, ni une pilule miracle. C'est quelque chose de beaucoup plus simple et en même temps infiniment plus puissant. Les disciplines que vous choisissez aujourd'hui détermineront qui vous serez dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. Pas vos intentions, pas vos rêves, vos pratiques quotidiennes. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait dans ses méditations personnelles qu'au lever du jour, il se rappelait cette vérité fondamentale. La journée qui commence est faite pour accomplir le travail d'un être humain, pas pour se distraire, pas pour fuir, mais pour s'engager pleinement dans la construction de soi-même. Regardez autour de vous. La plupart des gens vieillissent simplement. Ils accumulent des années, des responsabilités, des distractions de plus en plus coûteuses. Ils appellent cela être occupé. Ils appellent cela la vie d'adulte. Mais au fond d'eux-mêmes, ils sentent qu'il manque quelque chose d'essentiel. Une direction, une profondeur, un sens de maîtrise sur leur propre existence. Et puis, il y a cet 1%. Ces personnes qui semblent posséder quelque chose d'invisible mais de tangible. Une stabilité intérieure, une confiance tranquille, une capacité à continuer quand tout les pousse à abandonner. Ce n'est pas du talent. Ce n'est pas de la chance. C'est le résultat direct de leur pratique délibérée. Les stoïciens avaient une compréhension profonde de cette réalité. Ils savaient que nous ne nous élevons pas jusqu'à nos objectifs. Nous retombons au niveau de nos entraînements. Épictète enseignait à ses étudiants que nous ne contrôlons pas les résultats, mais nous contrôlons toujours nos actions. C'est là que réside notre véritable pouvoir. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 10 disciplines qui ont le pouvoir de transformer complètement votre vie. Elles peuvent sembler ordinaires vues de l'extérieur, mais elles construisent quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur, de la concentration, du sang-froid, la capacité de tenir bon quand votre esprit vous supplie d'abandonner. Choisissez-en une seule, prenez-la au sérieux. Et dans 6 mois, les gens ne vous demanderont pas ce qui vous est arrivé. Ils vous demanderont comment vous avez fait. L'une d'entre elles est particulièrement puissante pour développer une confiance authentique, sans avoir à devenir une version bruyante et artificielle de vous-même. La plupart des gens l'évitent parce qu'elle semble inconfortable au début. Restez jusqu'à la fin pour la découvrir. La première discipline, l'art du combat intérieur. Commençons par une discipline qui effraie beaucoup de monde, mais qui transforme profondément ceux qui l'embrassent. Je parle de la boxe, pas pour combattre le monde extérieur, mais pour affronter cette version de vous-même qui s'effondre sous la pression. Quand vous montez sur un ring pour la première fois, même pour un simple entraînement, quelque chose de fondamental se révèle. Vous découvrez qui vous êtes vraiment quand l'inconfort devient inévitable, quand vous ne pouvez plus fuir, quand vous devez faire face. La boxe enseigne le timing. Pas seulement le timing des coups, mais le timing de la vie elle-même. Savoir quand agir et quand observer. Quand avancer et quand se retirer stratégiquement. C'est une conversation silencieuse entre votre instinct et votre discipline. Elle enseigne le travail des jambes, qui n'est rien d'autre que l'art de se positionner correctement dans l'espace. Une métaphore parfaite pour la vie. Êtes-vous bien positionné pour recevoir ce qui vient? Avez-vous l'équilibre nécessaire pour absorber l'impact et rester debout? Mais surtout, la boxe enseigne l'agression calme. Cette capacité paradoxale d'être à la fois totalement présent et complètement détendu dans un moment d'intensité extrême. Vous apprenez à respirer pendant que votre cœur galope. Vous apprenez que la peur est bruyante, mais qu'elle n'est pas un ordre à suivre. Chaque round vous dit la même vérité, encore et encore. Vous êtes plus capable que les doutes dans votre tête. Vous pouvez continuer quand vous pensez être à bout. Vous avez des ressources que vous n'avez jamais explorées. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient la préméditation des mots. Ils s'entraînaient mentalement à affronter des situations difficiles avant qu'elles n'arrivent. La boxe est la version physique de cette pratique. Elle vous met face à l'adversité dans un environnement contrôlé, encore et encore, jusqu'à ce que votre système nerveux comprenne que vous pouvez survivre à l'inconfort. Et voici ce qui se passe. Après quelques mois de pratique régulière, vous remarquez quelque chose d'étrange. Les situations qui vous paralysaient auparavant ne vous font plus le même effet. Cette présentation importante au travail. Cette conversation difficile que vous repoussez depuis des semaines. Ces moments où vous devez défendre vos limites. Soudain, ils semblent moins insurmontables. Pas parce qu'ils sont devenus plus faciles,
mais parce que vous êtes devenu plus fort. Votre seuil de tolérance à l'inconfort s'est élevé, et avec lui, votre capacité à agir malgré la peur. Beaucoup de gens pensent que le courage signifie l'absence de peur. C'est faux. Le courage, c'est avancer avec la peur. C'est sentir votre estomac se nouer et décider quand même de faire ce qui doit être fait. La boxe grave cette leçon dans votre corps de manière indélébile. La deuxième discipline, le miroir de l'écriture. Passons maintenant à une discipline qui semble beaucoup plus douce, mais qui peut être tout aussi confrontante. L'écriture. Plus spécifiquement, le journal personnel. C'est un entraînement mental avec un stylo. Rien de plus, rien de moins. Sénèque, un des grands penseurs stoïciens, avait l'habitude d'examiner sa journée chaque soir avant de dormir. Il se posait des questions précises. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Où ai-je échoué? Quelles passions m'ont dominé? Quelles vertus ai-je pratiquées? Mais attention, il ne faisait pas cela comme un ennemi qui cherche à se punir. Il le faisait comme un juge impartial qui cherche la vérité, comme un entraîneur qui veut améliorer la performance de son athlète. C'est exactement ce que devient le journaling quand vous le pratiquez correctement. Un miroir qui ne vous flatte pas et qui ne ment pas non plus. Il vous montre simplement ce qui est. Écrire vos pensées force l'honnêteté. Tant que vos pensées restent dans votre tête, elles peuvent rester floues, contradictoires, confuses. Elles peuvent tourner en boucle sans jamais arriver nulle part. Mais dès que vous les posez sur le papier, quelque chose change. Les contradictions deviennent évidentes. Les schémas répétitifs se révèlent. Les excuses que vous vous racontez depuis des années perdent leur pouvoir quand vous devez les écrire noir sur blanc. J'ai vu des gens transformer leur vie complètement grâce à cette simple pratique. Pas parce qu'ils ont découvert des secrets extraordinaires, mais parce qu'ils ont enfin vu clairement des vérités ordinaires qu'ils évitaient depuis longtemps. Cette relation qui ne vous sert plus depuis des années. Ce travail qui draine votre énergie vitale. Ces habitudes autodestructrices que vous justifiez constamment. Quand vous les écrivez, quand vous les regardez en face, le déni devient beaucoup plus difficile. Mais le journaling ne sert pas seulement à identifier les problèmes. Il sert aussi à clarifier la direction, à définir ce qui compte vraiment pour vous, à distinguer l'urgent du véritablement important. Marc Aurèle tenait son journal personnel pendant ses campagnes militaires. Il était l'homme le plus puissant du monde à son époque, et pourtant il prenait le temps d'écrire des rappels à lui-même, des principes pour ne pas se perdre dans le chaos du pouvoir et de la guerre. Il écrivait des choses comme « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées » ou encore « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Ces lignes n'étaient pas écrites pour être publiées. Elles étaient écrites pour lui-même, pour rester ancré, pour se rappeler qui il voulait être quand tout autour de lui l'encourageait à devenir quelqu'un d'autre. Votre journal peut remplir la même fonction. Dans un monde qui vous bombarde constamment de distractions, d'opinions, de demandes, d'urgences artificielles, votre journal devient ce lieu sacré où vous pouvez vous retrouver. 15 minutes par jour, c'est tout ce qu'il faut. Pas besoin d'écrire parfaitement. Pas besoin que ce soit profond à chaque fois. Juste honnête, juste vrai. Écrivez ce qui vous préoccupe. Écrivez ce qui vous inspire. Écrivez vos frustrations, vos espoirs, vos peurs, vos victoires. Écrivez les leçons que vous apprenez. Écrivez les questions qui vous hantent. Et voici ce qui se passera progressivement. Votre esprit deviendra plus clair, plus organisé, plus dirigé. Les pensées obsessionnelles perdront de leur intensité parce qu'elles auront trouvé une sortie. Les décisions deviendront plus évidentes parce que vous aurez clarifié vos valeurs. Beaucoup de gens sous-estiment cette discipline parce qu'elle semble trop simple, trop passive. Ils veulent de l'action, du mouvement, du spectaculaire. Mais comme le disaient les stoïciens, l'action sans réflexion est du chaos. Et la réflexion sans action est de la paralysie. Le journaling crée le pont entre les deux. Il transforme la réflexion confuse en clarté, et la clarté en action dirigée. La troisième discipline, l'autorité sur soi-même. Parlons maintenant de la musculation. Pas pour l'esthétique, bien que ce soit un effet secondaire agréable, mais pour l'autorité sur vous-même. Le fer ne négocie pas. Il ne se soucie pas de vos excuses, de votre humeur, de votre motivation du jour. Et il vous enseigne une leçon fondamentale. La force s'acquiert, elle ne se donne pas.
Une répétition à la fois, un entraînement à la fois, une semaine à la fois. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de pilule magique. Il y a seulement le travail et le temps. Cette vérité simple est incroyablement libératrice une fois que vous l'acceptez vraiment. Parce qu'elle signifie que vous avez le contrôle. Pas sur les résultats immédiats, mais sur le processus. Et si vous contrôlez le processus, les résultats deviennent inévitables. Les stoïciens faisaient une distinction claire entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Vous ne pouvez pas contrôler votre génétique. Vous ne pouvez pas contrôler votre point de départ. Mais vous pouvez contrôler si vous vous présentez à la salle aujourd'hui, si vous donnez tout pendant votre séance, si vous mangez de manière à soutenir vos objectifs. Chaque fois que vous soulevez un poids, vous prouvez quelque chose à votre système nerveux. Vous lui prouvez que l'inconfort ne va pas vous tuer, que vous pouvez supporter plus que ce que vous pensiez, que vous êtes capable de faire des choses difficiles sur commande. Et cette leçon ne reste pas confinée à la salle de sport. Elle se diffuse dans tous les aspects de votre vie, parce que votre cerveau ne fait pas de distinction entre les différents types de défis. Il apprend simplement que vous êtes quelqu'un qui peut faire face. Cette présentation stressante au travail, cette conversation difficile avec votre partenaire, ce projet qui vous semble écrasant. Votre cerveau se souvient. Il se souvient que vous avez déjà fait des choses difficiles, que vous êtes déjà passé à travers l'inconfort et survécu. Il y a aussi quelque chose de profondément méditatif dans la répétition physique. Quand vous êtes sous la barre, complètement concentré sur le mouvement, il n'y a pas de place pour les soucis futurs ou les regrets passés. Il y a seulement ce moment, cette répétition, cette respiration. C'est une forme de présence forcée. Vous ne pouvez pas être distrait quand vous soulevez du lourd. Votre attention doit être totale. Et dans notre monde moderne saturé de distractions constantes, ces moments de présence forcée deviennent précieux. Mais voici quelque chose que peu de gens réalisent. La musculation ne construit pas seulement des muscles physiques. Elle construit la discipline elle-même. Et la discipline, contrairement à la motivation, ne fluctue pas selon votre humeur. La motivation est comme le temps. Certains jours, elle est là, radieuse et énergisante. D'autres jours, elle est absente et vous vous sentez lourd et sans élan. Si vous dépendez de la motivation, votre progression sera chaotique et incohérente. Mais la discipline ne se soucie pas de votre humeur. Elle dit simplement « c'est l'heure, on y va, point final ». Et c'est en vous présentant encore et encore à vos entraînements, même quand vous n'en avez pas envie, surtout quand vous n'en avez pas envie, que vous forgez cette discipline. Elle devient un muscle mental. Plus vous l'utilisez, plus elle se renforce. Les gens remarquent. Pas nécessairement votre physique, bien que cela aide, mais ils remarquent quelque chose de plus subtil et de plus puissant. Ils remarquent que vous tenez vos engagements, que vous faites ce que vous dites, que vous ne vous effondrez pas au premier obstacle. Cette réputation, vous ne pouvez pas l'acheter, vous ne pouvez pas la simuler, vous ne pouvez que la construire, une action alignée à la fois. La quatrième discipline, maîtrisez votre propre corps. Passons maintenant à quelque chose de plus accessible, mais tout aussi puissant. La calisthénie, l'art ancien de contrôler votre propre corps, les tractions, les dips, les handstands, les levers. Pas de machine, pas de raccourci. Juste vous contre la gravité et vos excuses. Il y a quelque chose d'humiliant dans la calisthénie, surtout au début. Votre corps vous montre immédiatement la vérité. Vous ne pouvez pas tricher. Vous ne pouvez pas ajouter du poids sur la machine pour impressionner quelqu'un. Soit vous pouvez soulever votre propre corps, soit vous ne pouvez pas. Beaucoup de gens découvrent qu'ils ne peuvent pas faire une seule vraie traction, pas une seule vraie pompe en prise serrée. Leur corps, qu'ils pensèrent connaître, se révèle être un étranger, faible dans des endroits qu'ils n'avaient jamais testés. C'est une confrontation nécessaire, parce qu'elle crée un point de départ honnête, et à partir de là, chaque progression devient visible, indéniable. La première fois que vous réussissez votre première vraie traction, quelque chose change. Ce n'est pas juste une victoire physique. C'est une preuve concrète que les limites que vous pensiez absolues étaient en fait temporaires, que l'impossible d'hier peut devenir le banal de demain. Les stoïciens comprenaient profondément cette idée que les limites ne sont pas faites pour être acceptées aveuglément. Elles sont faites pour être interrogées, testées, parfois transcendées. Marc Aurèle écrivait « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. » Mais ce pouvoir sur l'esprit commence souvent par un pouvoir sur le corps. Parce que le corps et l'esprit ne sont pas séparés comme nous aimons le croire.
Ils sont profondément interconnectés. Quand votre corps devient plus fort, plus capable, plus résilient, votre esprit suit. Vous commencez à vous percevoir différemment, pas comme une victime des circonstances, mais comme un agent de changement dans votre propre vie. La calisthénie a aussi cet avantage pratique extraordinaire. Elle ne nécessite presque rien. Pas d'abonnement coûteux à une salle de sport, pas d'équipement sophistiqué. Juste un peu d'espace et votre volonté. Vous pouvez pratiquer dans un parc, dans votre salon, dans une chambre d'hôtel quand vous voyagez. Il n'y a aucune excuse valable, et c'est précisément le point. Quand toutes les excuses sont éliminées, il ne reste que votre engagement ou son absence. Et puis, il y a la progressivité mathématique de la chose. Vous ne pouvez pas faire une traction aujourd'hui. Alors vous commencez par des tractions assistées ou des négatives. Vous travaillez les muscles de support. Vous renforcez votre dos, vos bras, votre corps. Semaine après semaine, vous devenez un peu plus fort, un peu plus capable. Et puis un jour, souvent quand vous vous y attendez le moins, vous le faites. Votre première vraie traction, propre, contrôlée, complète. Ce moment devient un marqueur dans votre mémoire. Une preuve tangible que la persévérance fonctionne. Que le processus, même quand il semble ne mener nulle part, vous transforme en coulisses. La 5e discipline, le champ de bataille silencieux, les échecs. Un plateau de 64 cases qui contient plus de leçons de vie que la plupart des livres de développement personnel. C'est un champ de bataille silencieux qui punit l'impulsion et récompense la clarté. Chaque mouvement compte. Chaque décision a des conséquences qui se révèlent plusieurs coups plus tard. Exactement comme la vie, les échecs enseignent la patience d'une manière que peu d'activités peuvent égaler. Vous apprenez à résister à l'urgence de bouger, à observer d'abord, à considérer les options, à penser plusieurs coups à l'avance. Dans notre monde moderne obsédé par la vitesse et la réaction instantanée, cette capacité à faire une pause devient révolutionnaire. Combien de disputes auraient pu être évitées avec une pause de 10 secondes? Combien de décisions financières désastreuses avec une pause de 24 heures? Combien de messages regrettés avec une simple relecture? Les échecs gravent dans votre esprit cette vérité essentielle. La rapidité sans réflexion est de l'imprudence. Et l'imprudence se paie toujours, tôt ou tard. Mais les échecs enseignent aussi la pensée à long terme. Vous apprenez à sacrifier la petite chose maintenant pour gagner la grande chose plus tard. Ce pion que vous offrez au 5e coup pour obtenir une position dominante au 15e coup. Cette capacité de sacrifice stratégique est directement transférable à la vie. Vous apprenez à dire non à la gratification immédiate pour dire oui à vos objectifs à long terme. Non à la soirée de distraction pour oui à votre projet important. Non à la dépense impulsive pour oui à votre indépendance financière. Épictète enseignait que nous devons distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Aux échecs, cette distinction devient parfaitement claire. Vous ne contrôlez pas les coups de votre adversaire. Vous ne contrôlez que vos propres coups et votre réaction à ce qui se passe. Un grand joueur d'échecs ne perd pas son calme quand son adversaire fait un coup brillant. Il l'accepte comme un fait. Il évalue la nouvelle position. Il cherche sa meilleure réponse possible. Il continue. Cette régulation émotionnelle peut être la leçon la plus précieuse que les échecs peuvent offrir. Parce que la vie vous mettra constamment en échec. Des revers inattendus, des opportunités perdues, des plans qui échouent malgré tous vos efforts. La question n'est jamais si cela arrivera. La question est comment vous réagirez. Perdrez-vous votre sang-froid et ferez-vous des mouvements désespérés et stupides? Ou resterez-vous calme? Évaluerez-vous la situation et chercherez-vous votre meilleure option? Les échecs vous entraînent pour ce deuxième scénario, encore et encore, partie après partie, jusqu'à ce que le sang-froid devienne votre réponse par défaut plutôt qu'une exception difficile. Il y a aussi quelque chose de profondément égalitaire dans les échecs. Peu importe qui vous êtes dans la vie réelle. Sur le plateau, seules vos décisions comptent. Le PDG et l'étudiant commencent avec exactement les mêmes pièces. Le riche et le pauvre ont exactement les mêmes possibilités au premier coup. Ce qui fait la différence, c'est la qualité de votre pensée. Votre capacité à évaluer des situations complexes. Votre discipline à ne pas vous précipiter. Votre courage à exécuter un plan même sous pression. Toutes ces qualités qui déterminent votre succès dans la vie réelle. Un moment de pause. Avant de continuer, permettez-moi de partager quelque chose d'important avec vous. Si vous trouvez de la valeur dans ce contenu, je vous encourage à vous abonner à La Voix Stoïque. Ce n'est pas juste une question de chiffres ou d'algorithmes, c'est une question d'engagement envers vous-même.
Quand vous vous abonnez, vous créez un rappel régulier, un fil conducteur qui vous ramène aux principes qui comptent vraiment, parce que voici la vérité. Ces idées que nous explorons ensemble, ces disciplines que nous discutons, elles ne servent à rien si elles restent simplement des concepts intellectuels. Elles doivent être vécues, pratiquées, intégrées dans votre quotidien. S'abonner, c'est un petit engagement. Mais les petits engagements réguliers sont exactement ce qui construit une vie extraordinaire, pas les grands gestes occasionnels. Les petites actions répétées encore et encore. Vous construirez l'habitude de protéger votre paix intérieure, de grandir en maturité. Au lieu de laisser vos humeurs et vos distractions diriger le spectacle. Maintenant, continuons. Parce que la prochaine discipline est celle que la plupart des gens évitent. C'est la discipline inconfortable dont je parlais au début. Et c'est aussi l'une des plus transformatrices. La 6e discipline, le pouvoir de votre voix. Nous arrivons maintenant à la communication. Apprendre à parler clairement et avec confiance change absolument tout. Pas plus fort, pas de manière plus agressive, claire, calme, directe. Cette discipline effraie beaucoup de monde parce qu'elle expose directement l'insécurité. Quand vous vous tenez debout, que vous regardez quelqu'un dans les yeux et que vous dites ce que vous avez à dire, il n'y a nulle part où se cacher. Votre nervosité est visible. Votre incertitude est palpable. Vos mots mal choisis révèlent le chaos dans votre pensée. C'est précisément pour cette raison que cette discipline fonctionne si bien. Elle vous force à affronter directement vos peurs sociales les plus profondes. Et en les affrontant régulièrement, vous réalisez qu'elles ne sont pas aussi dangereuses que vous le pensiez. Commençons par le contact visuel. Quelque chose d'aussi simple que regarder quelqu'un dans les yeux pendant une conversation révèle immédiatement votre niveau de confiance. La plupart des gens fuient. Ils regardent ailleurs. Ils trouvent soudainement quelque chose de fascinant sur le sol ou au plafond. Pourquoi? Parce que le contact visuel crée de la vulnérabilité. Il dit « Je suis présent. Je suis ici. Je ne me cache pas. » Et cette vulnérabilité fait peur. Mais voici ce qui se passe quand vous pratiquez délibérément le contact visuel. Les autres vous respectent davantage. Ils vous trouvent plus crédible, plus authentique, plus digne de confiance, simplement parce que vous ne fuyez pas. Ensuite, il y a la structure de vos pensées. Beaucoup de gens parlent comme ils pensent, de manière désorganisée, circulaire, pleine de tangentes et de détours. Le résultat est que personne ne comprend vraiment ce qu'ils essaient de dire. Et s'ils comprennent, ils oublient immédiatement, parce que le message n'avait aucune structure mémorable. Apprendre à organiser vos pensées avant de parler est une compétence transformatrice. Cela signifie savoir exactement quel est votre point principal, quelles sont vos 3 idées de support, quel exemple concret illustre chaque idée, et quelles conclusions vous voulez laisser dans l'esprit de votre auditeur. Cette clarté de structure crée de la clarté de message, et la clarté de message crée de l'impact. Marc Aurèle écrivait « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Cette double exigence de vérité et de justesse devrait guider toute communication. Mais il y a aussi les limites. Ah, les fameuses limites. Cette compétence que tout le monde sait être importante, mais que presque personne ne maîtrise vraiment. Dire non sans s'excuser. Exprimer un désaccord sans agressivité. Défendre votre position sans devoir justifier chaque détail. Ce sont des compétences qui se pratiquent. La plupart des gens abordent les limites de 2 manières dysfonctionnelles. Soit ils sont trop passifs, acceptant tout, se sacrifiant constamment jusqu'à l'épuisement et le ressentiment. Soit ils deviennent agressifs, surcompensant leur inconfort avec de la colère et de la défensivité. La communication claire offre une 3e voie. Vous pouvez être ferme sans être dur. Vous pouvez être direct sans être blessant. Vous pouvez maintenir vos limites sans avoir à vous justifier à l'infini. Non, cela ne fonctionne pas pour moi. C'est une phrase complète. Vous n'avez pas besoin d'ajouter 10 minutes d'explication apologétique. Vous n'avez pas besoin de créer des excuses élaborées. Un non simple et direct, dit avec calme et conviction, est parfaitement acceptable. Mais cela demande de la pratique. Parce que toute votre programmation sociale vous dit de plaire, d'éviter le conflit, de ne pas déranger, de garder tout le monde heureux même au prix de votre propre bien-être. La communication consciente déprogramme tout cela. Vous apprenez que vous pouvez dire votre vérité et que le ciel ne vous tombera pas sur la tête. Que certaines personnes seront déçues par vos limites et que c'est parfaitement acceptable. Que leur déception est leur responsabilité, pas la vôtre. Cette discipline améliore aussi radicalement vos relations.
parce qu'une communication claire élimine les malentendus. Elle remplace les suppositions par des faits, les interprétations par des vérifications, les ressentiments silencieux par des conversations honnêtes. Combien de relations se détériorent simplement parce que personne n'ose dire clairement ce qu'il ressent, ce qu'il veut, ce qui le dérange. On s'attend à ce que l'autre devine. On est déçu quand il ne le fait pas. On accumule des griefs non exprimés qui explosent finalement dans des disputes disproportionnées. La communication directe court-circuite tout ce cycle toxique. Vous dites ce qui est, vous demandez ce que vous voulez, vous clarifiez les attentes, vous vérifiez la compréhension. Est-ce inconfortable au début? Absolument. Surtout si vous avez passé des années à éviter la confrontation directe. Mais cet inconfort initial est un investissement qui rapporte des dividendes pendant toute votre vie. Votre présence elle-même change. Les gens le sentent quand quelqu'un peut communiquer clairement. Il y a une solidité, une fiabilité. Vous n'êtes pas en train de jouer des jeux. Vous n'êtes pas en train de manipuler. Vous dites simplement ce qui est et vous écoutez vraiment ce que l'autre dit. Dans un monde rempli de communication superficielle, de demi-vérités et de malentendus constants, la capacité à communiquer clairement devient un super pouvoir. La 7e discipline, l'héritage des penseurs, la lecture. Une discipline si évidente que beaucoup la négligent complètement. Ou pire, ils lisent sans intention, sans discernement, accumulant des informations inutiles qui ne changent rien à leur vie. Les stoïciens abordaient la lecture très différemment. Pour eux, la sagesse n'était pas de la trivia. Ce n'était pas une collection de faits intéressants à débiter lors de dîner. C'était un entraînement. Une préparation pour vivre bien. Sénèque écrivait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette citation ne vient pas d'une conversation décontractée. Elle vient de ses lettres, de ses écrits, de sa pratique délibérée de la philosophie à travers l'écriture et la lecture. Un livre peut vous sauver des années d'erreurs. C'est la manière la moins chère d'emprunter les leçons durement acquises de quelqu'un d'autre. Quelqu'un a passé des décennies à faire des erreurs, à apprendre, à raffiner sa compréhension. Et il distille tout cela dans 200 pages que vous pouvez absorber en quelques jours. Quelle économie extraordinaire, quelle opportunité incroyable. Mais encore faut-il lire les bons livres. Et les lire de la bonne manière. Lisez de la philosophie pour la résilience. Les stoïciens, bien sûr, mais aussi les bouddhistes, les taoïstes, les existentialistes. Ces penseurs qui ont lutté avec les questions fondamentales de l'existence humaine. Comment vivre bien? Comment affronter la souffrance? Comment trouver du sens dans l'absurde? Leurs réponses ne seront pas toujours les vôtres, mais le processus de réflexion qu'ils modèlent, les questions qu'ils posent, les distinctions qu'ils font, tout cela affine votre propre capacité à penser clairement sur ce qui compte. Lisez des biographies pour la perspective. Voir comment d'autres ont navigué leurs défis vous rappelle que vous n'êtes pas seul, que les obstacles que vous affrontez, d'autres les ont affrontés avant vous, parfois dans des circonstances bien plus difficiles. Quand vous lisez la vie de Nelson Mandela, 27 ans en prison sans perdre son humanité. Quand vous lisez la vie de Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste qui a trouvé du sens dans l'enfer des camps de concentration. Vos propres défis trouvent leur proportion réelle. Cela ne les minimise pas, mais cela les contextualise. Et dans ce contexte, vous trouvez souvent des ressources de courage que vous ne saviez pas posséder. Lisez de la psychologie pour la conscience de soi. Comprendre comment votre esprit fonctionne est un avantage stratégique massif. Pourquoi vous procrastinez? Comment vos biais cognitifs déforment votre perception? Pourquoi vous répétez certains schémas comportementaux malgré vos meilleures intentions? Cette connaissance ne résout pas tout automatiquement, mais elle crée de l'espace. Vous commencez à observer vos réactions plutôt que simplement les vivre. Et dans cet espace d'observation, le choix devient possible. Et lisez des livres pratiques pour des compétences. Comment gérer vos finances? Comment communiquer mieux? Comment penser de manière plus claire? Comment négocier? Comment écrire? Comment diriger? Ces compétences pratiques sont les outils qui vous permettent de construire la vie que vous voulez. La philosophie vous donne la direction. Les compétences pratiques vous donnent les moyens, mais voici quelque chose que peu de gens font. Lisez avec un stylo. Annotez. Soulignez. Écrivez dans les marges. Débattez avec l'auteur. Connectez les idées avec d'autres livres que vous avez lus. Un livre annoté est un livre que vous possédez vraiment. Un livre vierge est juste un livre que vous avez regardé passer. Et relisez.
Les grands livres méritent d'être lus plusieurs fois. Vous n'êtes pas la même personne à 20 ans qu'à 40 ans. Le même livre vous parlera différemment à différents stades de votre vie. De nouvelles couches de sens se révéleront. Marc Aurèle lisait et relisait constamment les mêmes textes stoïciens, pas parce qu'il ne les comprenait pas la première fois, mais parce que comprendre intellectuellement et intégrer profondément sont deux choses différentes. La lecture, pratiquée de cette manière délibérée et intensive, devient un des investissements les plus rentables que vous puissiez faire. 15 à 30 minutes par jour, 5 à 10 livres par an. Sur 10 ans, c'est 50 à 100 livres. 50 à 100 mentors qui vous ont partagé leurs meilleures leçons. Comment pourriez-vous ne pas être transformé par une telle pratique? La 8e discipline, courir vers vous-même. La course à pied, simple, primitive, incroyablement efficace. Vous ne courez pas pour fuir quelque chose. Vous courez vers la version de vous-même qui refuse de se briser quand l'inconfort apparaît. Il y a une raison pour laquelle la course est si populaire et en même temps si abandonnée. Elle est populaire parce que tout le monde peut commencer. Vous avez juste besoin de chaussures et de la volonté de sortir. Elle est abandonnée parce qu'elle est difficile. Votre corps proteste, vos poumons brûlent, vos jambes deviennent lourdes. Et puis il y a cette voix dans votre tête qui dit « Arrête, ralentis, c'est assez, tu as fait ta part, personne ne regarde de toute façon. » C'est là que la vraie course commence, pas dans les premiers kilomètres faciles, mais dans ce moment où votre esprit négocie avec votre corps pour abandonner, et vous choisissez de continuer quand même. La course construit l'endurance physique, bien sûr. Votre capacité cardiovasculaire s'améliore, vos jambes deviennent plus fortes, votre récupération s'accélère. Tous ces bénéfices mesurables et réels. Mais plus important encore, la course construit l'endurance mentale. Cette capacité à continuer quand tout en vous veut arrêter. Cette discipline à tenir une promesse à vous-même quand personne ne regarde. Quand personne ne saura si vous avez triché. Quand personne ne vous jugera si vous abandonnez. Épictète enseignait que notre caractère se révèle dans la manière dont nous agissons quand personne ne nous observe. C'est facile d'être discipliné quand il y a des conséquences sociales, quand votre réputation est en jeu, quand d'autres comptent sur vous. Mais que faites-vous quand c'est juste vous et votre conscience, quand vous pourriez facilement tricher et que personne n'en saurait jamais rien? C'est là que votre véritable caractère se révèle. Chaque course matinale que vous complétez, malgré l'envie de rester au lit, est un vote pour le type de personne que vous voulez devenir. Chaque fois que vous finissez votre distance prévue, même si vous êtes fatigué, vous prouvez à vous-même que vous êtes quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et cette preuve s'accumule. Elle construit une histoire que vous vous racontez sur qui vous êtes. Pas la personne qui abandonne au premier signe de difficulté, mais la personne qui persévère. Il y a aussi quelque chose de profondément méditatif dans la répétition rythmique de la course. Pied gauche, pied droit, respiration, encore, encore, encore. Cette répétition crée un état de conscience particulier. Les problèmes qui semblaient insolubles ce matin trouvent soudainement des solutions pendant votre course. Les décisions qui vous paralysaient deviennent soudainement claires. Pas parce que vous réfléchissez intensément pendant que vous courez, mais précisément parce que vous ne le faites pas. Votre esprit conscient est occupé à coordonner votre mouvement. Et pendant ce temps, votre inconscient travaille en arrière-plan, faisant des connexions, résolvant des problèmes, intégrant des informations. Combien de coureurs réguliers peuvent témoigner que leurs meilleures idées viennent pendant leur course? Ce n'est pas une coïncidence. C'est le résultat prévisible de donner à votre esprit l'espace pour traiter sans la pression constante de produire. Et puis, il y a la communauté silencieuse des coureurs. Vous ne leur parlez presque jamais, mais vous les voyez. Ces autres personnes qui ont fait le même choix que vous ce matin. De sortir, de bouger, de se tenir à leur pratique. Il y a une reconnaissance mutuelle, un respect silencieux. Vous savez tous ce qu'il faut pour être là. Pas la première fois, pas quand c'est nouveau et excitant, mais le 100e matin, le matin où il pleut, le matin où vous avez mal dormi. Cette séparation entre le 1% et les autres devient parfaitement claire dans ces moments. Tout le monde peut courir quand c'est facile. Seuls certains courent quand c'est difficile. Et ce sont précisément ces courses difficiles qui construisent le caractère. La 9e discipline, créez votre propre opportunité. Nous entrons maintenant dans le domaine des compétences à haut revenu. Pas parce que l'argent est tout, mais parce que l'autonomie financière crée des options. Et les options créent de la liberté.
La plupart des gens attendent la permission. Un diplôme qui prouve qu'ils sont qualifiés. Un titre de poste qui valide leur expertise. Une opportunité chanceuse qui tombe du ciel. Pendant ce temps, leur valeur sur le marché stagne. Ils restent interchangeables, remplaçables, dépendants de quelqu'un d'autre pour leur donner une chance. Une compétence à haut revenu change complètement cette dynamique. Elle vous rend utile partout. Elle vous donne du levier. Elle transforme votre temps en valeur d'une manière qui peut être échangée sur le marché. Quelles sont ces compétences? Le copywriting, la capacité d'écrire des mots qui persuadent, qui vendent, qui créent du désir. C'est une compétence qui sera toujours en demande tant que les entreprises auront besoin d'attirer des clients. La vente. La capacité de comprendre ce que les gens veulent vraiment et de leur montrer comment votre produit ou service répond à ce besoin. Pas de manipulation. Pas de pression. Juste une compréhension profonde de la psychologie humaine et une communication claire. Le design web. La capacité de créer des expériences numériques qui sont à la fois belles et fonctionnelles. Le monde entier migre en ligne. Chaque entreprise a besoin d'une présence digitale. Les gens qui peuvent créer cette présence efficacement seront toujours en demande. Le montage vidéo. Nous vivons dans l'ère de la vidéo. YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn, tous privilégient le contenu vidéo. Les créateurs et les entreprises ont désespérément besoin de gens qui peuvent transformer des séquences brutes en histoires engageantes. La programmation. La capacité de dire aux ordinateurs quoi faire, d'automatiser les processus, de construire des outils, de résoudre des problèmes techniques. C'est peu être la compétence à plus haut levier de notre époque. L'achat média. La capacité de dépenser de l'argent publicitaire de manière profitable. De comprendre les plateformes, les algorithmes, les audiences, de transformer $1 de dépenses publicitaires en 2, 3, 5 $ de revenus. Ce que toutes ces compétences ont en commun, c'est qu'elles créent de la valeur mesurable. Vous ne dépendez pas de quelqu'un qui évalue subjectivement vos efforts. Le marché décide. Si votre copie vend, il a de la valeur. Si votre site convertit, il a de la valeur. Si votre code fonctionne, il a de la valeur. Cette clarté est libératrice. Vous savez exactement où vous en êtes, et vous savez exactement ce que vous devez améliorer. Mais voici ce que peu de gens réalisent. Ces compétences ne s'apprennent pas principalement à l'école. Elles s'apprennent en faisant. Encore et encore. En échouant, en apprenant de l'échec, en réessayant. Vous pouvez commencer aujourd'hui, pas dans 6 mois quand vous aurez économisé pour un cours, pas l'année prochaine quand vous aurez plus de temps. Aujourd'hui, choisissez une compétence, trouvez des ressources gratuites en ligne. Il y en a des milliers. Commencez à pratiquer. Créez des projets, même si personne ne les voit au début. Construisez un portfolio. Offrez vos services gratuitement au début pour gagner de l'expérience. Les stoïciens diraient que vous contrôlez vos actions, pas les résultats. Vous ne pouvez pas contrôler si quelqu'un vous embauche. Mais vous pouvez contrôler si vous développez des compétences qui vous rendent embauchable. Et voici ce qui se passe quand vous maîtrisez une compétence à haut revenu. Vous arrêtez de mendier pour des opportunités. Vous les créez. Vous arrêtez de dépendre d'un seul employeur pour votre sécurité financière. Vous pouvez gagner de l'argent de multiples manières. Cette sécurité n'est pas celle d'avoir un emploi stable. C'est la sécurité de savoir que vous pouvez créer de la valeur à la demande, peu importe ce qui arrive à votre emploi, votre secteur ou l'économie en général. C'est le type de sécurité que personne ne peut vous enlever, parce qu'il vit dans vos compétences, pas dans votre situation. La 10e discipline, construire en public. Enfin, nous arrivons à la création de contenu. Pas pour la célébrité, pas pour l'ego, mais pour le levier et la clarté. Quand vous créez du contenu publiquement, quelque chose de profond se produit. Vous apprenez à penser clairement, parce que vous devez expliquer vos idées de manière que d'autres puissent les comprendre. Vous ne pouvez plus vous cacher derrière un jargon vague ou des concepts flous. Si vous ne pouvez pas expliquer quelque chose simplement, c'est que vous ne le comprenez pas vraiment. La création de contenu expose impitoyablement les lacunes dans votre compréhension, et en les exposant, elle vous force à les combler. Vous apprenez aussi à parler avec conviction, à prendre position, à dire « Voici ce que je pense, et voici pourquoi ». Pas d'une manière arrogante, pas en prétendant avoir toutes les réponses, mais avec la confiance tranquille de quelqu'un qui a réfléchi profondément et qui est prêt à défendre sa position. Cette capacité à articuler clairement votre pensée se transfère dans tous les aspects de votre vie.
les réunions au travail, les conversations difficiles, les présentations, les négociations. Partout où la clarté de communication compte, vous avez maintenant un avantage. Mais il y a aussi l'aspect du levier. Dans un monde traditionnel, votre impact est limité par votre temps. Vous ne pouvez parler qu'à une personne à la fois. Vous ne pouvez être qu'à un endroit à la fois. Le contenu brise cette limitation. Vous créez quelque chose une fois, et il peut voyager pendant que vous dormez. Il peut atteindre des gens à l'autre bout du monde. Il peut aider quelqu'un dans 5 ans que vous ne rencontrerez jamais. C'est un levier extraordinaire. Votre idée, votre perspective, votre leçon, multipliées infiniment dans le temps et l'espace. Les stoïciens valorisaient profondément le service aux autres. Marc Aurèle écrivait « Ce qui n'est pas bon pour les saints n'est pas bon pour l'abeille. Nous ne sommes pas des îles isolées. Nous faisons partie d'une communauté humaine plus large. La création de contenu est une manière moderne de servir cette communauté, de partager ce que vous avez appris, de donner un raccourci à d'autres qui luttent avec les mêmes défis que vous avez surmontés. Mais soyons honnêtes sur quelque chose. Au début, presque personne ne verra votre travail. Vous publierez une vidéo et elle aura 20 vues. Vous écrirez un article et 3 personnes le liront. C'est humiliant pour l'ego, mais c'est aussi parfait. Parce que si vous ne pouvez pas continuer quand personne ne regarde, vous ne méritez pas l'attention quand elle vient. Ces premiers mois où personne ne fait attention sont votre période d'entraînement. Vous apprenez votre métier sans la pression d'un large public. Vous faites vos erreurs quand elles ne comptent pas encore. Vous développez votre voix sans l'influence distrayante de la validation externe. Et vous prouvez quelque chose de crucial à vous-même, que vous créez parce que vous voulez créer, pas parce que vous voulez être vu. Cette distinction fait toute la différence entre un créateur authentique et quelqu'un qui cherche simplement l'attention. Épictète disait de faire attention à ce qui dépend de nous et de ne pas s'attacher à ce qui n'en dépend pas. Vous contrôlez si vous créez, la qualité de votre travail, la consistance de votre pratique. Vous ne contrôlez pas si les gens regardent, partagent ou apprécient. Concentrez-vous sur ce que vous contrôlez. Le reste suivra ou ne suivra pas. De toute façon, vous aurez développé des compétences précieuses. La pensée claire, l'expression convaincante, la discipline de produire régulièrement, l'identité de quelqu'un qui crée plutôt que simplement consomme. Même si seulement 10 personnes voient votre travail au début, vous pratiquez l'influence, vous pratiquez la discipline, vous pratiquez l'identité d'un créateur. Et les créateurs ont un avantage injuste dans le monde moderne, parce que l'attention est la nouvelle monnaie. Et les créateurs sont ceux qui contrôlent l'attention, plutôt que d'être contrôlés par elle. Le principe qui fait fonctionner tout cela. Nous avons maintenant exploré 10 disciplines qui ont le pouvoir de transformer votre vie. Mais voici la règle qui fait fonctionner toute cette liste, et sans laquelle tout cela reste simplement de l'information intéressante mais inutile. Ne collectionnez pas les hobbies. Ne faites pas l'erreur de vouloir tout faire à la fois, de commencer 10 choses et de n'en finir aucune. Choisissez-en une seule, celle qui résonne le plus avec vous en ce moment, celle qui répond aux plus grands besoins dans votre vie actuelle. Et engagez-vous pour 6 mois. Pas 3 semaines jusqu'à ce que la nouveauté s'estompe, pas 2 mois jusqu'à ce que ça devienne difficile. 6 mois complets, mettez-la dans votre calendrier. Bloquez le temps comme vous le feriez pour un rendez-vous médical important. Traitez-la comme un entraînement, pas comme une humeur, parce que l'humeur changera, elle change toujours. Mais l'engagement, lui, reste constante. La différence entre le 1% et les autres n'est pas une meilleure génétique, ce n'est pas une meilleure chance, c'est une pratique avec laquelle ils ne négocient pas. Ils ne se réveillent pas chaque matin en se demandant s'ils ont envie de faire leur pratique. Ils l'ont déjà décidé, c'est fait. La décision a été prise une fois, il y a des mois ou des années. Maintenant, ils exécutent simplement. Cette élimination de la décision quotidienne libère une quantité énorme d'énergie mentale. Vous ne gaspillez plus de volonté à débattre avec vous-même. Vous l'utilisez pour exécuter. Marc Aurèle se rappelait chaque matin. À l'aube, quand tu as du mal à sortir du lit, rappelle-toi que tu es fait pour accomplir le travail d'un être humain. Vais-je me plaindre d'aller faire ce pour quoi je suis né? Cette perspective transforme complètement votre relation avec la discipline. Ce n'est plus une corvée que vous vous infligez. C'est l'expression de votre nature la plus élevée. C'est vous en train de devenir qui vous êtes censé être. Commencez petit, mais commencez immédiatement. Si vous choisissez la boxe, ne vous inscrivez pas pour 6 séances par semaine. Commencez par 2. Si vous choisissez la lecture,
Ne visez pas un livre par semaine. Commencez par 15 minutes par jour. Le point n'est pas de vous impressionner vous-même avec votre ambition. Le point est de construire une fondation solide. Une habitude que vous pouvez maintenir même les jours difficiles. Parce que voici la vérité que personne ne veut entendre. La transformation ne vient pas des jours où vous êtes motivé et énergique. Elle vient des jours où vous êtes fatigué, démotivé et où vous le faites quand même. Ces jours-là construisent votre caractère d'une manière que les jours faciles ne peuvent jamais égaler. Ils prouvent à votre subconscient que vous êtes quelqu'un de fiable, que quand vous dites que vous allez faire quelque chose, vous le faites. Et cette preuve s'accumule. Elle construit une identité, l'identité de quelqu'un qui tient ses engagements, qui ne se laisse pas secouer par les émotions passagères, qui sait qui il est et ce qui compte. Votre futur vous remerciera pour cela. Dans 6 mois, vous regarderez en arrière et vous serez étonné par la distance que vous avez parcourue. Pas parce qu'un miracle s'est produit, mais parce que vous vous êtes présenté jour après jour et que les petites actions composées créent des résultats extraordinaires. L'invitation finale. Nous arrivons maintenant à la fin de notre exploration, mais c'est aussi un début pour vous, parce que toute cette connaissance ne vaut rien sans action, sans engagement, sans décision. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce que nous avons partagé aujourd'hui, je vous encourage à vous abonner à La Voix Stoïque. Ce n'est pas juste une question de me soutenir, c'est une question de vous soutenir vous-même. En vous abonnant, vous créez un rappel régulier, une présence constante dans votre vie qui vous ramène aux principes qui comptent vraiment, qui vous rappelle de protéger votre paix intérieure, de grandir en maturité, de ne pas dériver à travers les mêmes cycles encore et encore, parce que voici ce qui se passe sans ces rappels réguliers. La vie vous emporte, les urgences du quotidien prennent le dessus, et avant même de vous en rendre compte, des mois ont passé, et vous êtes exactement là où vous étiez, avec les mêmes problèmes, les mêmes frustrations, les mêmes regrets. Mais il y a une autre voie, une voie de croissance délibérée, de transformation intentionnelle, de construction consciente de la personne que vous voulez devenir. Et maintenant, j'aimerais vous entendre. Dans les commentaires ci-dessous, partagez avec moi. Quelle discipline résonne le plus avec vous en ce moment? Laquelle allez-vous choisir pour les 6 prochains mois? Il y a quelque chose de puissant dans la déclaration publique d'une intention. Cela active votre engagement d'une manière que la simple réflexion privée ne peut pas. Cela crée une petite pression sociale saine, et cela vous connecte à une communauté d'autres personnes qui font le même voyage. Ai-je aussi manqué une discipline qui mérite d'être sur cette liste? Si c'est le cas, partagez-la. Expliquez pourquoi elle a transformé votre vie, comment elle vous a aidé à devenir plus fort, plus clair, plus capable. Ces échanges enrichissent toute notre communauté. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans cette quête de devenir meilleurs, que partout dans le monde, il y a des gens qui refusent d'accepter la médiocrité, qui choisissent consciemment l'inconfort de la croissance plutôt que le confort de la stagnation. Les stoïciens croyaient que nous sommes faits pour nous entraider, que nous sommes comme les parties d'un seul corps. Quand vous partagez votre expérience, vous aidez quelqu'un d'autre qui lutte exactement là où vous avez lutté. Quand vous posez une question, vous créez l'opportunité pour quelqu'un d'autre d'offrir sa sagesse. C'est ainsi que nous grandissons ensemble, pas en compétition, mais en collaboration, pas en cachant nos défis, mais en les partageant honnêtement et en apprenant les uns des autres. La dernière pensée. Laissez-moi vous laisser avec une dernière pensée, une idée que j'aimerais que vous gardiez avec vous, alors que vous quittez cette vidéo et retournez dans votre vie. Il y a 6 mois, vous étiez une certaine personne, avec certaines capacités, certaines limitations, certaines habitudes. Aujourd'hui, vous êtes quelqu'un de légèrement différent. Dans 6 mois, vous serez encore quelqu'un d'autre. La question n'est pas si vous allez changer. Le changement est inévitable. Le temps passe. Les expériences s'accumulent. Vous vieillissez de toute façon. La vraie question est, dans quelle direction allez-vous changer? Allez-vous simplement dériver au gré des courants de la vie, en laissant les circonstances vous façonner selon leurs caprices, en devenant progressivement une version plus fatiguée, plus cynique, plus résignée de vous-même? Ou allez-vous choisir délibérément votre direction? Allez-vous sélectionner une pratique qui vous sculpte dans la forme que vous admirez, qui construit les qualités que vous respectez, qui crée la personne que vous voulez devenir? Parce que personne d'autre ne peut faire ce choix pour vous. Personne d'autre ne peut faire le travail à votre place. Vos parents ne peuvent pas vous discipliner à votre place. Votre partenaire ne peut pas grandir à votre place.
Votre patron ne peut pas développer votre caractère à votre place. C'est votre vie, votre tour sur cette planète, votre unique opportunité de voir ce que vous êtes capable de devenir. Les stoïciens nous rappellent que nous ne contrôlons pas combien de temps nous vivrons. La mort peut venir demain, ou dans 50 ans. Nous ne savons pas, mais nous contrôlons comment nous vivons le temps qui nous est donné. Chaque jour est une opportunité de voter pour le type de personne que vous voulez être. Pas avec des mots, pas avec des intentions, mais avec des actions, des choix concrets, des comportements répétés. Vous votez avec votre réveil ce matin. Avez-vous appuyé sur snooze 10 fois, ou vous êtes-vous levé quand vous aviez dit que vous le feriez? Vous votez avec votre assiette à chaque repas. Nourrissez-vous le corps que vous voulez, ou sabotez-vous votre propre santé par paresse ou par indulgence? Vous votez avec votre temps libre. Le passez-vous à défilement sans fin sur les réseaux sociaux ou l'investissez-vous dans votre croissance? Chaque petit vote compte. Chaque petit choix façonne qui vous devenez. Et ces choix s'accumulent. Ils composent. Ils créent une trajectoire. Deux personnes qui font des choix légèrement différents chaque jour ne semblent pas très différentes après une semaine. Peu, être même pas après un mois. Mais regardez-les après 1 an, après 5 ans, après 10 ans. L'une a investi dans sa croissance jour après jour. Elle a choisi l'inconfort de l'entraînement plutôt que le confort de la complaisance. Elle a développé des compétences, renforcé son caractère, élargi ses capacités. L'autre a choisi le chemin facile, jour après jour. Elle a évité l'inconfort. Elle a procrastiné sur ce qui comptait vraiment. Elle a laissé le temps simplement passer. La différence entre ces deux personnes après une décennie n'est pas marginale. Elle est massive. Et pourtant, elle vient simplement de l'accumulation de petits choix quotidiens. Vous êtes en train de faire ces choix en ce moment même. Ce que vous faites avec l'information de cette vidéo est un de ces votes. Allez-vous simplement continuer à défilement, à la recherche de la prochaine distraction? Ou allez-vous réellement choisir une discipline et commencer aujourd'hui? Les stoïciens avaient un exercice qu'ils pratiquaient régulièrement. Ils imaginaient leur dernier jour, leur lit de mort. Et depuis cette perspective finale, ils regardaient leur vie actuelle. Qu'est-ce que le vous sur son lit de mort voudrait que le vous d'aujourd'hui fasse? Quelle décision il voudrait que vous preniez? Quelle discipline il voudrait que vous adoptiez? Quelle peur il voudrait que vous affrontiez? La réponse est probablement claire. Votre futur vous ne souhaitera pas que vous ayez passé plus de temps sur les réseaux sociaux. Il ne regrettera pas de ne pas avoir regardé plus de séries. Il ne dira pas « j'aurais aimé procrastiner davantage », mais il pourrait dire « j'aurais aimé être plus courageux, plus discipliné, plus intentionnel. J'aurais aimé investir dans ma croissance plutôt que simplement de laisser le temps passer. » Vous avez l'opportunité maintenant de vivre de manière à n'avoir aucun de ces regrets, de faire les choix que votre futur vous approuvera, de construire la vie que vous respecterez quand vous la regarderez en arrière. Ce n'est pas facile. Personne n'a jamais prétendu que c'était facile. Mais c'est possible. Et c'est à votre portée. Commençons aujourd'hui, avec un seul choix, une seule discipline, un seul engagement. Choisissez votre pratique. Engagez-vous pour 6 mois. Présentez-vous jour après jour. Et regardez qui vous devenez. La personne que vous pouvez devenir est déjà en vous. Elle attend simplement que vous fassiez les choix qui la révèlent, que vous adoptiez les disciplines qui la sculptent, que vous deveniez qui vous êtes vraiment censé être. Merci d'avoir passé ce temps avec moi aujourd'hui sur la voie stoïque. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer ce voyage ensemble. Laissez un commentaire avec la discipline que vous choisissez. Et surtout, commencez aujourd'hui. Votre vie ne changera pas tant que vous ne changerez pas. Et vous ne changerez pas tant que vos actions ne changeront pas. Alors que votre prochaine action soit un pas vers la personne que vous voulez devenir. À bientôt, et que la sagesse stoïcienne guide vos pas.